Voilà, bonjour à tous. Alors je n'ai pas, comme Alain, je n'ai pas écrit de fabliaux. Je ne suis pas non plus spécialiste des fabliaux, mais je vais vous présenter un peu peut-être les questions littéraires, les principales questions littéraires que pose le recueil au programme. D'ailleurs, dans mon esprit, dans la chronologie, je pensais que l'anthologie du Fournais avait précédé l'anthologie des fabliaux érotiques, mais en fait, de Luciano Rossi, c'est l'inverse. La première anthologie bilingue dans l'édition française, c'est celle de Luciano Rossi. Alors c'est un programme en apparence facile, voire frivole. C'est Bédier, justement, dans l'introduction de son livre, parle de matière frivole, d'amusette, de facétie, et Bédier parle justement du plomb. Il va lester cette matière frivole et en faire une thèse. Donc 19 récits brefs, qui ne pose pas de difficultés de lecture ou de compréhension immédiate. Il n'y a pas non plus, à première vue, d'intertextualité ou de contextualité complexe, comme pour La mort Arthur ou pour un poète comme Deschamps ou Villon. Mais ce ne sont là que des apparences. Le programme est en réalité difficile si on le regarde de plus près, car ces 19 pièces sont dues à plusieurs auteurs, 8 qui se nomment et 7 anonymes, donc ça fait 15 auteurs différents qui s'étalent sur un siècle. C'est comme si en littérature du XIXe siècle, on avait des nouvelles de Nodier et des nouvelles d'Apollinaire à analyser dans un même contexte. Et puis surtout, le point commun, et on vient de le voir avec l'exposé d'Alain Corbellari, le point commun de tous ces textes, c'est d'être des fabliaux, mais on voit combien il est difficile de définir les fabliaux. On le voit en prenant les différents recueils, l'ancien recueil de Montaiglon-Reynaud, la liste de Bétier, la liste de Nicrogue, celle du NRCF, celle de l'entreprise éditoriale de Corinne Pierreville pour la base du français médiéval. On voit qu'on oscille en gros entre 120 et 180 textes, donc c'est quand même un périmètre très variable d'un recueil à l'autre. Alors le choix est évidemment subjectif. Dufournais a choisi 19 fabliaux, donc c'est environ un 7e, un 8e du corpus, et on le voit bien, surtout évidemment si on a à l'esprit qu'il fait ce recueil après celui de Luciano Rossi sur les fabliaux érotiques. Il cherche à nous donner une image variée du corpus, donc on a toutes sortes on a les différents types de fabliaux, des fabliaux grivois obscènes comme le prêtre crucifié, des simples gags comme Estula, et puis des fabliaux plus amples comme Barat et Emmet, l'épopée du jambon. Il cherche aussi à varier la longueur des textes et puis aussi donc de jouer sur l'extension chronologique depuis Jean Bodel, donc depuis le 1200 en gros, jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Et puis il alterne aussi des fabliaux d'auteurs, donc il commence d'ailleurs par 4 fabliaux de Jean Bodel en ouvrant peut-être par un fabliau de jeunesse, un essai littéraire Le paysan de Bailleul, et en proposant ensuite un récit beaucoup plus ample avec l'épopée du jambon. Ajoutons aussi que ces 19 récits ne sont pas liés non plus par une appartenance à un même manuscrit. On pourrait imaginer une édition qui s'appuierait sur un recueil manuscrit. C'est ce qui avait été fait au milieu des années 80 par Eichmann et Duval pour la Garland Library. Ils avaient édité des fabliaux en les choisissant uniquement dans le BN 837, qui est, on le connaît, le plus grand recueil de fabliaux, mais qui ne contient évidemment pas que des fabliaux, puisqu'il en contient 58 de l'édition de la NRCF. Alors, il faut évidemment garder à l'esprit, en abordant ce texte, cette part de subjectivité, et donc quand on traite de leçons sur les fabliaux, de prendre en compte cette dimension anthologique, donc dimension anthologique qui, d'une certaine manière, qui est corroborée par la tradition manuscrite. Nous n'avons aucun manuscrit qui ne contiendrait que des fabliaux. Les fabliaux sont toujours mélangés à d'autres textes. On a parlé du manteau mal taillé, qui sera d'ailleurs repris par... Oui, dans le micro, d'accord. Donc le mantel mal taillé qui figure dans l'anthologie de Le Grand Dossi. Et puis donc le seul texte qui soit, le seul manuscrit qui soit homogène, et c'est par défaut en quelque sorte, c'est Trubert, c'est le BN 2188, où il n'y a que le fabliau de Trubert. C'est un peu la même configuration pour Aucassin et Nicolette, où on a un seul manuscrit
et un manuscrit qui ne contient que ce texte. Alors on peut recommander aux agrégatifs de lire, évidemment, de compléter l'anthologie du Fournay par celle des lettres gothiques, celle de Rosanna Brusegan aussi en 10-18, mais qui n'est plus évidemment accessible dans le commerce. Lire peut-être aussi quelques branches du roman de Renard, et donc on attend la publication de la thèse de Nicolas Garnier, parce que là il y a évidemment des accointances, même si évidemment le roman de Renard se situe dans les branches sont un peu plus anciennes que les fabliaux, et puis c'est un horizon rural qui est assez loin sur ce plan-là de l'horizon urbain des fabliaux, mais il y a toute une série de points communs, la brièveté, la présence évidemment du rire, l'anticléricalisme, ce poids aussi du corps, et donc ce rire ambigu, on rit du malheur d'autrui, un Schadenfreude en allemand, aussi bien dans le roman de Renard que dans bien des fabliaux. Et d'ailleurs, il y a dans le corpus au programme, c'est le prêtre Thym, l'entremetteuse s'appelle Dame Hersant. C'est page 173. Alors je me suis rendu compte qu'il y a vous avez parlé de réédition, moi j'ai l'édition Princeps du Fournay de 94, je ne sais pas s'il y a des changements dans la numération des pages ou s'il y a des changements dans la traduction. Alors je vous ai distribué vous avez deux exempliers, donc l'un qui contient une liste, la liste du NRCF avec un petit codage pour voir ce qui figure dans les différentes anthologies, puis un autre tableau qui analyse un certain nombre de paramètres dans les 19 fabliaux au programme. Alors je partirai, donc vous l'avez ici, vous l'avez sous forme d'exemplier, je partirai pour mon analyse du fabliau le plus court du corpus, du prêtre et du leu, un prêtre manouette en chartrain, c'est moi la femme, un vilain, donc tout le monde le connaît, je vais très vite. Donc fabliau très, très, très bref, qui ne présente pas de difficulté. Là, le seul point peut-être de discussion pour la traduction, c'est le verbe esbourser, que du Fournay traduit par rançonner, alors qu'en fait, je pense qu'il y a ici, c'est l'idée de castration. Alors, si vous regardez le Tobler-le-Match, il traduit par castrir, il ne cite d'ailleurs que cet exemple, mais c'est évidemment beaucoup plus logique ici comme punition pour le prêtre d'être émasculé que d'être privé, que d'être simplement rançonné. Et donc on rejoint ici le prédateur, finalement le prêtre prédateur est puni comme dans le prêtre crucifié. Alors ce fabliau constitue une sorte d'épure et permet de dégager les grandes lignes du genre. Alors le plus évident est évidemment la brièveté, ici poussée à ses dernières limites, puisqu'il s'agit du fabliau le plus court du corpus NRCF, un simple canevas sans aucune fioriture, sur lequel donc un jongleur pouvait éventuellement broder ou qu'il pouvait étoffer, et on retrouvera d'ailleurs une forme amplifiée de ce fabliau en prose, dans les 100 nouvelles, c'est la 56e. Alors la question, évidemment, pour les fabliaux, comme toujours quand on parle de gens brefs, c'est à partir de quand quitte-t-on la brièveté pour quelque chose de long, et c'est Trubert, encore une fois, ici, qui fait figure, qui fait problème, en quelque sorte, qui est un peu un intrus, même s'il est retenu dans le NRCF, mais Nicrog ne le retenait pas dans sa liste, puisqu'on a une sorte d'hyper ou de méga fabliau, mais qui, dans le prologue, se définit clairement. C'est pour cela aussi qu'on le classe souvent dans le corpus, parce qu'il y a un prologue sur lequel je reviendrai qui est intéressant sur la définition de fabliau et sur le rapport d'ailleurs entre fabliau et fable. Alors sur le plan formel, c'est un critère évidemment qui est souvent essentiel dans la constitution du corpus, c'est le couplet d'octosyllabes, donc forme plus triviale de la narration en vers. Alors il y a une exception dans le corpus au programme, c'est Baillet le Savetier, qui est d'ailleurs pour cette raison absent du NRCF, comme d'ailleurs le fabliau de Richeux. On a parlé que Bédier, je crois, l'intègre dans le corpus. Richeux ne figure pas dans le NRCF. Et Richeux est aussi un fabliau atypique parce que, sur le plan formel, puisqu'on a une alternance d'octo et de tétrasyllabes. Alors, dans Baillet le Savetier, vous avez une forme assez surprenante. Donc, c'est une chanson, en fait, et le terme, le fabliau lui-même se désigne, enfin, l'auteur parle de chanson. Vous avez cela donc dans le tableau, c'est à la 4e colonne, l'autodésignation, un ceste chanson, et vous avez dans la 3e colonne donc cette forme assez singulière, donc des vers de 5 syllabes et des décasyllabes
qui ont cette particularité qu'on retrouve peut-être dans des chansons de toile, où le décasyllabe est vraiment coupé à l'hémistiche, 5-5, ce qui est évidemment complètement absent du décasyllabe dans la chanson de geste. Troisième critère peut-être pour définir le corpus, c'est la question du cadre, donc du chronotope, et donc c'est un passé récent, non coupé de l'auditoire, et c'est pour cela évidemment que les textes arthuriens aussi, les courts récits arthuriens sont en général et sont toujours exclus du corpus des fabliaux, sauf peut-être dans des éditions du XVIIIe, comme le Grand Dossy, qui intègre des courts récits arthuriens. Le Chevalier à l'épée aussi figure dans son recueil de fabliaux. Donc on est dans un passé récent, dans des lieux proches du public, qui appartiennent en général, alors vous avez la liste, c'est la colonne 5, dans le tableau, vous avez différents lieux qui sont évoqués. Alors il y a beaucoup de fabliaux, même une majorité peut-être, qui n'est pas situé dans un lieu précis. Alors pour ce qui est du prêtre et du lieu et du loup, c'est à Chartres, et vous avez donc, si on prend la liste au programme, on a une certaine continuité géographique à la fois au nord et au sud de Paris, Bailleul, Abbeville, Amiens, Provins, Chartres, Orléans, Compiègne. Le seul intrus, encore une fois, dans la série, c'est la Malehonte qui se déroule de manière un peu insolite à la cour d'Angleterre à Londres. Alors ce qui est évidemment aussi, bon là, on a déjà insisté sur ce point, je reviens très rapidement, sur l'importance du cadre urbain dans le cadre du fabliau. Et ce qui est très surprenant aussi, c'est que nous n'avons aucun fabliau en Languedoc et on n'a aucun ou quasiment aucun fabliau qui se déroule en Pays d'Oc, à l'exception du Vilain-Agnier qui se déroule à Montpellier. Alors pour ce qui est des actants ensuite, le fabliau donc met en scène le plus souvent donc des sociotypes des personnages qui sont définis simplement par leur statut social et n'accèdent pas au nom propre. Vous trouvez cela dans la 6e colonne dans l'exemplier, où le personnage du prêtre est parfois nommé, Constant apparaît 2 ou 3 fois, mais en général il reste anonyme, de même que le vilain. Donc on a, et dans le fabliau du prêtre et du loup, vous le voyez bien, donc il y a le prêtre, le vilain, sa femme, la servante, donc la méchine. Donc le passage au nom propre est inutile. Alors quand le nom propre apparaît, vous le voyez très vite dans la liste, le nom propre est en général à resémantiser, Amat, Emet et Barat, ou travers, la resémantisation est évidente. De même pour Estormi ou pour Boivin. Alors Estormi a peut-être aussi un jeu littéraire, une allusion au neveu de Thiébaut de Bourges dans la chanson de Guillaume. Et puis évidemment, un certain nombre de personnages de fabliaux s'appellent Guillaume, ce qui renvoie très évidemment au Guilain, qui renvoie très évidemment à la ruse. Autre critère, c'est autre trait stylistique qu'on retrouverait évidemment ici, très accentué dans ce récit particulièrement bref, c'est une narration rapide et souple. Il n'y a pas de pause ou rarement de pause descriptive, même ou de portrait développer les personnages, même dans les fabliaux les plus amples. Et les procès s'enchaînent rapidement. On le voit ici avec la fréquence de la syndète. Donc on n'a pas d'impression de durée. Le récit s'étend sur quelques heures, quelques jours. Et donc la brièveté du temps de l'écriture va de pair avec la brièveté du temps de l'histoire. Alors ici, dans ce fabliau, ce qui est très atypique, c'est la place du discours direct. Vous le voyez ici, il est réduit vraiment à la portion congrue, 1 vers et demi, c'est la dame qui s'adresse à la méchine, un chava s'évouer si celle-ci vendra. Si vous regardez donc la 7e colonne dans l'exemplier, vous voyez que le discours direct est extrêmement présent, il occupe souvent 1/3 et parfois la moitié, plus de la moitié. Et donc dans les 19 fabliaux au programme, il y en a 2 où le discours direct dépasse la moitié. C'est évidemment Boivin de Provins, 204 vers sur 380, et puis aussi le boucher d'Abbeville. Et donc la scène, au sens narratologique où l'entend Genette, la scène est au cœur de la plupart des récits, et ce dialogisme confère
au fabliau une dimension théâtrale. Et dans ce cas, le jongleur est moins un conteur qu'un acteur qui joue dans la même performance différents personnages et qui jouent proclament, prononcent, profèrent leurs paroles et miment leurs gestes. Et on voit bien peut-être un fabliau, et je crois que d'après la tradition orale, c'était le fabliau préféré de Jean Dufournet, c'était Boivin de Provins, mais ce n'était pas le seul. Dans Boivin de Provins, toutes les instances sont en quelque sorte réunies, l'auteur, le jongleur et le personnage. Enfin, il y a la question de la morale qui, d'une certaine manière, n'est pas nécessaire. C'est un écart avec la fable. La morale, ici, donc le récit se conclut par l'action, par la vengeance. On a simplement peut-être un distique qui fait le bilan de l'action. Chacun d'eux acheta molle chair, s'ils sont déduits, s'ils sont mangés, avec ce parallélisme entre les deux prédateurs, le prédateur animal et le prédateur humain, le prêtre et le loup, qui ont chacun été punis, mais c'est quelque chose de facultatif. Alors le fabliau se définit en fait souvent de manière négative, se définit souvent en creux par rapport au genre mitoyen. Il y a d'abord l'écart avec la fable, et justement la question de la morale est intéressante dans cette perspective, puisque dans la fable, normalement, on a un promutium, un épimutium, une sorte de conclusion, et vous le voyez dans la dernière colonne de l'exemplier, la morale n'est absolument pas une nécessité. Ce que l'on a assez fréquemment dans les fabliaux, c'est une sorte de proverbe, mais qui est plaqué, qui est assez artificiel par rapport à ce qui précède. C'est le cas donc dans... j'avais noté le... Oui, dans un tiers du corpus, on a un proverbe à la fin, dans Estula, on a tel rit au matin, qui au soir pleure. Alors ce n'est pas non plus une fable, il y a le statut de l'animal, puisque évidemment l'animal n'accède jamais, et c'est lié aussi au statut de l'allégorie. L'allégorie est absente finalement en général des fabliaux. On a simplement l'allégorie de pauvreté qui apparaît dans Estormi, qu'on a cette référence à la pauvreté, mais donc l'essentiel, et donc ce que je voulais dire, c'est la forte présence de l'animal dans le corpus, peut-être lié aussi à Dufournet qui était intéressé par les bestiaires, et donc là il y a finalement une matière à leçon, beaucoup plus par exemple si on compare aux fabliaux érotiques où l'animal est finalement moins présent, mais donc l'animal est très présent avec le vilain de Bailleul, où on a une sorte de cogito dérisoire, le vilain qui dit qu'il entend beugler ses vaches, et donc il existe, donc j'existe parce que j'entends les vaches mugir. Et puis, on retrouverait évidemment l'animal dans Brunin, la vache au prêtre, les perdrix, le cochon dans le moine sacristain, le mouton dans le boucher d'Abbeville, le cheval dans les tresses, l'âne dans les fabliaux de Rudebeuf. Donc, on a un éventail ici très large de figures animales. Alors, peut-être ce qui m'a frappé en faisant cette analyse, c'est que les animaux, on a dit que les êtres humains sont souvent restent dans l'anonymat, mais les animaux, eux, ont droit souvent à un nom propre. Et si vous prenez le Testament de l'âne de Rutebeuf, donc c'est le dernier de la série, les personnages restent anonymes, mais l'âne est nommé, l'âne Baudouin qui d'ailleurs dans un autre fabliau du corpus a un sens, désigne le sexe masculin. Le rapport se comprend assez bien. Même chose pour Estula, où le chien est nommé alors que tous les autres personnages sont anonymes. Les autres personnages sont anonymes, ou alors dans Brunin, la vache au prêtre. Alors le prêtre est nommé, c'est le prêtre Constant, mais les personnages restent anonymes à la différence des deux vaches, Brunin et Blairin. Alors ce qui est, je continue. Alors, ce qui est intéressant aussi dans l'écart entre fabliau et fable, c'est et on pourrait dire que le fabliau est d'une certaine manière une anti-fable. C'est le prologue des perdrix, pour ce que fabliau dit Seuil, en lieu de fable, dire une aventure qui est vraie, d'un vélin qui de laisse sa haie, etc. Donc, on voit bien ici que cette insistance récurrente dans les textes et dans les prologues sur la vérité du fabliau qui s'oppose justement au côté fictionnel
de la fable. Et on reprend ici la définition de la fabula dans les arts poétiques, où fabula est définie comme res fictae, par opposition à l'historia, les res gestae. Alors, autre comparaison qu'on pourrait faire, c'est la comparaison avec la nouvelle, qui est donc toujours, donc c'est la question de la forme versifiée. Alors pour la nouvelle, on retrouverait cette idée déjà en germe dans le fabliau, cette idée de quelque chose qui est arrivé nouvellement. On trouve cela au début du Prêtre Thym, où c'est une histoire qui est arrivée dans l'année, ça apparaît plus loin, on a l'adverbe de temps au an, donc cette année, et donc l'auteur, Gauthier Leleu, raconte une histoire qui est arrivée tout récemment, qui est arrivée au mois de mai, et on est dans la même année, et on retrouve ici cette idée de nouveauté dans l'exemple que j'ai indiqué. Alors l'écart avec le lait aussi est souvent noté, évidemment. Il y a ce refus de l'étrangeté, il n'y a pas d'étrangeté, il n'y a pas d'écart entre le public auquel on s'adresse et puis le cadre fictionnel, l'espace-temps dans lequel se déroule le fabliau. Et donc par rapport au lait, c'est ce refus du merveilleux. Alors il y a évidemment des fabliaux qui font appel au merveilleux sur le mode parodique. On pense évidemment au chevalier qui faisait parler les cons. Alors le merveilleux dans l'anthologie au programme apparaît, je dirais, dans l'univers fictionnel, à travers les ruses des personnages. Dans Estula, par exemple, le père et le fils croient que leur chien parle et font appel à un prêtre pour l'exorciser. Ou Estormi croit que c'est le même prêtre qu'il enterre à chaque fois. Donc il croit qu'il vit, lui, dans un monde de revenants où les morts ne sont pas vraiment morts, où dans les tresses, le mari se croit enfantomé. Donc on a une sorte de merveilleux intradiégétique qui est une sorte de conséquence de l'action rusée. Et enfin, donc dernier écart, c'est l'écart par rapport à l'exemplum. Et donc on a bien dans certains cas une morale, mais le fabliau peut très bien être un récit ouvert, et c'est très net dans le Boucher d'Aville, qui se termine finalement sur une sorte de débat. On interpelle le public: Seigneur, vous qui les bien savez, Eustache d'Amiens vous demande et prie par amour aimante que vous fassiez jugement bien et adroit et loyalement. Chacun en dit sans vouloir, lequel doit mieux l'appel avoir, ou l'y prêtre, ou la prêtresse, ou la méchine piprennesse. Donc le fabliau s'achève sur une sorte de question, de débat, qui clôt finalement le récit. Alors le fabliau est un genre, on le voit, plastique, polymorphe, et on peut se demander si les auteurs eux-mêmes ont conscience d'écrire un type particulier de texte que nous appelons fabliau. Tout cela, rien n'est moins sûr, comme l'atteste le flottement dans la terminologie. Vous le voyez dans la 4e colonne. Sur les 19 textes, il n'y en a que 9 qui s'autoqualifient de fablel ou fabliau. Jean Bodel parle à 2 reprises de fable, pour les numéros 2 et 4. On parle aussi d'exemples, c'est dans le prêtre, je crois, le prêtre crucifié. Et puis il y a évidemment la chanson de Baillet, le savetier. Et à ce moment-là que je citerai Trubert, Trubert qui définit finalement le fabliau, qui joue sur le rapport étymologique. Fabliau doit fable avoir, mais à l'intérieur, le fabliau contient finalement des fables. Il n'y a pas ici d'opposition entre, comme dans le prologue que j'avais cité précédemment, où le fabliau se définit comme une antufable. Il y a ici un rapport de contenant à contenu entre fable et fabliau. Alors la transmission manuscrite dément aussi en grande partie cette idée d'un genre bien constitué et circonscrit. Donc on l'a déjà dit, les fabliaux sont en général mélangés à d'autres, et toujours finalement mélangés à d'autres textes brefs, narratifs ou non narratifs, grivois et courtois, voire pieux. Il y a cette extraordinaire anthologie du BNF français 837, qui a suscité de nombreuses études, qui est la plus grande collection de fabliaux, mais aussi de Salut d'amour, où les fabliaux sont disséminés. Ils pourraient être recoupés dans une section du manuscrit, mais ils sont disséminés au milieu du texte, le texte sans rapport générique avec le fabliau. Alors le principe de l'édition du NRCF, c'est de suivre justement, de partir des grands recueils, et donc l'ordre
de l'édition, c'est l'ordre du manuscrit A pour les 58 premiers textes qui figurent dans le manuscrit A. Et donc le premier fabliau de ce grand manuscrit anthologique, c'est le manuscrit des Stormies, mais qui suit donc immédiatement la châtelaine de Vergy. Et donc comme art de transition, c'est assez surprenant. On passe de la châtelaine de Vergy à l'univers évidemment très différent des Stormies. Alors ce désordre nous choque, nous, modernes, habitués à tout sérier, à tout classer, mais le copiste et peut-être aussi le lecteur, auditeur, n'y voyait peut-être rien de très surprenant. Alors la question des manuscrits est étroitement liée à celle de la genèse et de la destination de ces textes. Alors la question génétique, on en a parlé à propos de Bédier, la question des sources a longtemps obnubilé les chercheurs, et une bonne partie de la thèse de Bédier est consacrée à réfuter à tout prix la thèse orientaliste. Et Alain Corbellari l'a bien dit, l'idée de vouloir établir un stéma entre les différentes versions du conte des tresses ou de l'histoire du berceau, tout cela est assez vain, puisque finalement il y a une circulation orale. Nous n'avons évidemment pas toutes les pièces du dossier, enfin il y a beaucoup d'histoires qui circulent sous forme orale, et donc nous n'avons pas toutes les pièces du dossier entre les mains. Alors ça ne veut pas dire que toute cette idée de chercher des textes parallèles soit vaine. Je crois que l'idée d'un comparatisme est importante, et là aussi peut-être dans le cas de la préparation, on peut donner des textes parallèles. Il y a par exemple pour l'épopée du jambon, donc de Barat et Emmet, il y a beaucoup de parallèles dans le folklore, et donc ça peut être intéressant. Il y a notamment un conte albanais, Mosco et Tosco, qui évidemment, le conteur albanais n'avait pas lu le Fabliau de Jean Bodel, mais c'est intéressant de voir, de confronter différentes versions. De même, alors j'ai pris l'exemple du vilain Agnier, qui est édité dans l'anthologie de Brouzegan. Alors il y a un problème à la fin. Le manuscrit ne se trouve que dans un seul manuscrit, mais l'édition, le manuscrit est fautif, et donc il faudrait le rectifier, ce que ne fait pas Rosena Brouzegan, ce que ne fait pas non plus Philippe Ménard dans son édition, mais il a une note où il montre que le texte est altéré, mais peu importe. Donc c'est un texte, un fabliau aussi très court, et donc il est intéressant de le comparer à la fois donc à un exemplum de Jacques de Vitry. On voit très vite la différence chez Jacques de Vitry. On a tout de suite un passage à l'allégorie. C'est ainsi que certains sont tellement habitués à la puanteur et aux immondices du péché qu'ils ne peuvent supporter la bonne odeur du Verbe de Dieu. Et puis j'ai aussi, ici vous avez le parallèle arabe, qui n'est évidemment pas une source, les crottes, dans un recueil de contes soufis, le Mesnevi. Donc je crois qu'il ne faut pas rejeter, sous prétexte qu'évidemment il est impossible d'établir une filiation, il ne faut pas rejeter cette approche comparatiste des fabliaux. Alors la morale du fabliau, le vilain Agnier, est évidemment intéressante, puisque c'est l'idée « nul ne doit se désnaturer ». Et donc c'est un fabliau de ce point de vue-là conservateur sur le plan sociologique, puisque chacun doit être à sa place, rester fidèle à son status, à son ordo, et l'ordre social finalement relève de la nature. Alors cette question de la filiation est aussi intéressante dans le corpus au programme, et la question des réécritures. Pour le fabliau de Gombert et les deux clercs, on a un fabliau parallèle, le Meunier et les deux clercs, qui ne figure pas dans les anthologies bilingues, qui figurait dans l'édition des fabliaux de Philippe Ménard. Et tu citais les différents livres qui sont parus autour de 1983, c'est parce que les fabliaux étaient au programme d'agrégation à ce moment-là, en 1982, et c'était donc l'édition de Philippe Ménard qui était au programme, et je le sais parce que je préparais l'agrégation à ce moment-là, et je me rappelle très bien aussi qu'il n'y avait pas de traduction, c'était je crois la dernière année où il n'y avait pas de traduction du corpus, et donc il y avait des traductions pirates qui circulaient sous le manteau pour pouvoir se préparer au concours. Donc le Meunier, les deux clercs figurent dans l'édition Ménard, et en fait il y a évidemment on a beaucoup écrit, je crois que Richner peut-être l'aborde aussi dans son livre, de savoir est-ce que l'un des fabliaux est une réécriture de l'autre, et donc évidemment dans le Meunier, les deux clercs, l'action des clercs est motivée, puisque le Meunier est un voleur qui s'est très mal comporté à l'égard des deux clercs, et donc
Jean Bodel, ou bien supprime cette motivation, ou bien le Meunier et les deux clercs va rajouter une motivation à ce qui n'est pas motivé chez Jean Bodel, où les clercs agissent simplement par plaisir. Mais le texte de Jean Bodel me semble plus intéressant, parce qu'il y a justement cette sorte d'hédonisme dont parlait Alain, et qui ne relève pas d'une vengeance, comme dans Le Meunier et les deux clercs. Et là aussi, ça n'a peut-être guère de sens de trancher ce débat. Qu'est-ce qui est premier? Il y a une circulation orale, on a ces deux textes sous forme manuscrite, mais il y a beaucoup de maillons de la chaîne qui nous manquent. Alors l'autre question, c'est celle du devenir des fabliaux. C'est un genre étroitement circonscrit au XIIIe siècle, c'est un genre urbain lié à l'essor de la ville. Alors, il y a deux avenirs possibles, j'y vais très vite. D'abord la nouvelle, et dans le Décameron, on retrouve un certain nombre de fabliaux, on retrouve ce conte du berceau, et par le Décameron, on le retrouvera, on a aussi parlé dans les contes de La Fontaine. Dans les 100 nouvelles aussi, on retrouve Le Prêtre et le Loup, on retrouve le Testament de l'âne, c'est la 96e des 100 nouvelles. Et l'autre avenir du fabliau, c'est évidemment la farce, le théâtre, le médecin malgré lui, évidemment, avec le vilain Mire, et le conte du berceau se retrouvera dans le théâtre du XVIIe, XVIIIe siècle. On aura même un opéra comique en 1763 qui reprendra ce motif du berceau. Et il y a, c'est assez aussi peut-être incongru, il y a un directeur de la RATP dans les années 1920, qui était un polytechnicien, qui s'est intéressé aux fabliaux, qui s'est amusé à les réécrire sous forme théâtrale, et on a comme ça notamment les trois aveugles de Compiègne. Il y a une collègue polonaise, Anna Gessica, qui travaille sur ces pièces de théâtre tirées des fabliaux par Jean Hoth, l'auteur, cet auteur donc, qui présidait la RATP, s'appelle Jean Hoth. Mais donc la virtualité, les potentialités théâtrales du fabliau qui sont assez évidentes en raison évidemment de la place aussi du discours direct. Alors le milieu des auteurs est là aussi difficile à cerner. On connaît la thèse de Bédier, les fabliaux naissent dans la classe bourgeoise pour elle et par elle, et la thèse de Nicroc qui insiste sur les mécanismes de la parodie et définit le fabliau comme un genre courtois burlesque. Là on a aussi parlé, donc il faut dépasser cette opposition, mais ça montre évidemment le côté fuyant, insaisissable des fabliaux. Il est difficile d'établir un portrait robot de l'auteur des fabliaux, et vous en avez un ici à côté de moi, un auteur moderne de fabliaux. Donc ça peut être un auteur jongleur, donc on pense évidemment à Boivin de Provins. Il y a Jean Bodel aussi, et puis Rutebeuf, qui sont connus par ailleurs. Et si d'ailleurs Rutebeuf n'avait écrit que des fabliaux, on en parlerait sans doute plus guère, parce que je suis assez d'accord avec Alain. Je ne pense pas que les fabliaux de Rutebeuf, ce ne sont certainement pas les plus grandes œuvres de Rutebeuf, et ce ne sont certainement pas non plus les plus réussis des fabliaux. J'aurais préféré personnellement Frère Denise le Cordelier. Alors on voit d'ailleurs dans Frère Denise le Cordelier, puisque on a parlé de la satire et du rire, il n'y a pas, donc le fabliau n'est pas l'occasion vraiment, je crois, de la satire. Et même dans Frère Denise les Cordeliers, ce n'est pas une attaque, je ne l'analyse pas comme une attaque frontale contre l'ordre franciscain, puisqu'il y a même un éloge de Saint François vers la fin du fabliau. Alors un des passages peut-être les plus intéressants sur la jeunesse, c'est le début du fabliau de Vilain de Bailleul, donc de Jean Bodel, où il évoque son maître. Alors on a tiré de ce prologue la conclusion que c'est un fabliau de jeunesse, une sorte d'essai littéraire, mais ça indique peut-être qu'il y avait ce travail de transmission, de maître à disciple sur l'art d'écrire des fabliaux, comme on a une transmission de maître à disciple ou d'artisan à apprenti dans les différents métiers urbains. Alors pour ce qui est des auteurs, donc il y a cette question évidemment de Muscatine. Alors, ce qui me dérange un peu dans Muscatine, c'est cette idée d'une sorte presque de ghetto d'hédonistes ou de matérialistes hédonistes. Cette idée de fermeture me dérange un peu. Je pense qu'il y a une continuité entre les différents auteurs. Alors certains sont du côté du matérialisme hédoniste. Alors il y a un auteur particulièrement intéressant et qui mériterait d'ailleurs d'être réédité et réétudié. Dufournel le regrette déjà dans ses notes. C'est Gauthier Leleu. Où c'est quelqu'un d'ailleurs qui n'écrit que des récits brefs, que des fabliaux. Il a aussi écrit un texte qui s'appelle Ducon, un autre Décon, qui ne sont pas des textes narratifs, donc la question de leur intégration
dans le corpus des fabliaux ne se pose pas véritablement, mais Gauthier Leleu a aussi écrit un texte véritablement non pas simplement anticlérical, mais antichrétien. Hein, c'est le texte, une sorte de petit récit de fiction évangélique de Dieu et du pécheur, le piscator, qui est un texte violemment anti-religieux. Et donc là, c'est quelque chose, on a je crois, quelque chose de très particulier dans le corpus. Alors pour ce qui est du public, là aussi, il y a, les travaux de Richner l'ont bien montré, et un même fabliau dans ses différentes versions. C'est le cas notamment de Boivin de Provins. Dans le manuscrit A, il s'adresse, si l'on reprend l'analyse de Richner, à un public plus cultivé que dans l'autre version, hein, puisque Boivin de Provins n'est conservé que dans 2 manuscrits, alors même que c'est pour nous un des fabliaux les plus réussis. Et ici, alors il y a aussi les apostrophes que l'on trouve dans certains fabliaux. On s'adresse au seigneur, on s'adresse au baron. Est-ce que c'est ici ironique chez Jean Bodel, hein, notamment dans Barat et Emmet, il s'adresse au baron. Mais je crois aussi qu'il y a, je suis personnellement partisan d'une sorte d'écuménisme du public, hein, et que donc on pouvait retrouver dans l'assistance aussi bien un public aristocratique qu'un public populaire, comme pour le théâtre. Et ce n'est pas parce que le chevalier qui faisait parler les cons fait appel à la parodie que le public était nécessairement au courant et appartenait au monde courtois, au monde aristocratique. On peut très bien apprécier le fabliau sans saisir, enfin du chevalier qui faisait parler les cons, sans connaître l'Hélène Marie de France, sans savoir ce que c'est qu'un texte courtois. Alors pour ce qui est, je terminerai par cela, l'image, je voulais aussi parler un peu du rire, mais je n'aurai guère le temps, donc l'image de la société dans les fabliaux. Donc c'est une société d'ordre, d'État, on le voit bien avec cette importance de la fonction sociale qui permet de désigner les personnages, hein, et donc tous les États sont présents, sauf peut-être le roi, il apparaît donc de manière très marginale dans la Malhonte, il apparaît aussi dans le vilain Mire, et parfois dans on considère que le vilain Mire ne fait pas partie, qu'on est plutôt dans le conte, hein, que dans les fabliaux. Donc même dans un fabliau comme Les Tresses, qui se déroule dans un milieu aristocratique, les personnages n'accèdent pas au nom propre, mais restent le chevalier, la dame, la bourgeoise, qui remplace significativement la dame pour subir la violence du chevalier. Alors pour ce qui est de l'aspect sociologique, l'anthologie du Faunet me semble les prêtres me semblent être surreprésentés, hein, par rapport à l'ensemble du corpus. Ils apparaissent quasiment dans 14 fabliaux sur 19. Alors ce qui n'est pas le cas, je crois, si l'on prend les 120 ou 140 fabliaux, on n'a pas dans les 3/4 des textes des prêtres. Hein. Et si vous prenez les fabliaux érotiques, les prêtres apparaissent dans 4 fabliaux sur 15. Donc on voit là évidemment le côté forcément subjectif du travail, ou un travail de leçon sur les prêtres serait évidemment très très différent dans l'anthologie du Fournet ou dans l'anthologie des lettres gothiques. Alors le point de vue est souvent conservateur, hein, chacun doit rester à sa place, hein, c'est le cas évidemment du vilain Agnier. On critique souvent le vilain qui a épousé une bourgeoise, on critique toutes les formes de mésalliance, d'hypogamie. Alors on a une image très stéréotypée des 3 ordres dans un texte qui a été relativement marginalisé, c'est les chevaliers, les clercs et les vilains, qui ne figurent d'ailleurs pas dans le recueil de Montaiglon Reynaud, qui figure donc un peu, et Jean Battani, certains d'entre nous l'ont connu, était assez original aussi dans ses recherches, dans ses propositions. Donc dans le français médiéval, il propose l'édition de ce petit texte qui figure donc dans le manuscrit A, après un salut d'amour, hein, et le choc là aussi est brutal. On décrit un locus amoenus, et les différents ordres apparaissent. Donc apparaissent 2 chevaliers qui disent « Dieu merci, ce serait bien d'avoir du pâté et du vin pour profiter de ce bel endroit ». Après arrivent 2 clercs qui auraient ici femme qu'il aimerait moule ferait bien jouer à lit. Donc le clerc ici qui est présenté, qui est une sorte d'obsédé sexuel, qui ne pense qu'à cela. Et puis ensuite 2 vilains, Sire Fouchier, comme Vessie Beaulieu pour chier, corps et chillon, or bien au compère, soit fait-il par l'âme mon père, lors du chier, chacun
ses forces. Voilà le texte que proposait Battani dans son ouvrage pour les études dans le français médiéval, et il proposait d'ailleurs comme évolution phonétique le verbe, il n'hésitait pas à proposer le verbe chier pour les étudiants. Mais on a bien ici, et il y a un article intéressant de Battani, l'apologue social des strates libidinales. Donc on voit évidemment ici le stéréotype, notamment pour les vilains. Il y a aussi le fabliau de la crotte ou de la merde, selon les deux témoins manuscrits. Mais on a bien ici une sorte de stéréotypie sur le plan de la société. Alors tout cela, évidemment, le fabliau, encore une fois, est un genre, je dirais, complexe, puisque le fabliau met aussi en scène la mobilité sociale. Ce n'est pas quelque chose de figé, de fixe. On pense au fabliau du moine sacristain qui évoque la misère, ce couple qui est tombé dans la pauvreté. Et puis il y a aussi cette volonté du fabliau de brouiller les frontières, de brouiller les limites. Il y a cette fameuse rime courtoise bourgeoise qui apparaît assez fréquemment dans le corpus. Et on pose peut-être des limites, des stéréotypes pour ensuite finalement les malmener dans le cours du récit. Alors je terminerai rapidement par le rire, qui était une des caractéristiques évidemment du conte du genre selon Bédier. On a d'ailleurs dans le fabliau de Boivin de Provins cette mise en abîme du rire, puisque le Boivin raconte en plus son histoire au prévôt, donc le représentant de l'autorité et du seigneur, et le prévôt rit aussi de du bon tour de Boivin de Provins. Et alors, donc, le rire qui apparaît, j'analyserai surtout le rire tel qu'il apparaît dans les paroles, dans le discours qui on a vu, occupe une place souvent prépondérante dans le texte. Vous avez, à la fin de l'édition du Fournay, il reprend la typologie de Jodogne à partir de l'opposition entre les paroles et les gestes, ou les paroles et les actions, les faits. Et donc on retrouve évidemment ici toutes sortes d'humour qui reposent sur la parole, les quiproquos, es-tu là, la malhonte, les calembours, les jeux de mots, la compréhension littérale de ce que dit le prêtre dans la vache Brunin et la vache au prêtre. Et donc je conclurai par là, la ville du XIIIe siècle est une ville où la parole prend une place de plus en plus grande, la parole du prédicateur avec les ordres mendiants, la parole universitaire, la parole de l'acteur dans le cadre du théâtre, la parole du commerçant ou de l'artisan qui crie ce qu'il veut vendre. Dans la ville circulent justement les rumeurs, les bruits, et dans le songe des vies, Jean Bodel nous révèle que c'est le protagoniste qui a éventé l'histoire, qui a diffusé, alors que c'est une histoire qui n'est pas vraiment à son avantage, qui a raconté naïvement partout, un lendemain le dit partout, son histoire, et c'est comme cela donc que Jean Bodel a pu raconter cette histoire du rêve obscène, du songe des vies. Et donc le fabliau met en exergue cette fluidité, cette performativité de la parole. Le personnage rusé, en particulier la femme, n'a pour elle que le secours de la rhétorique, non la force physique, et elle peut ainsi, dans les perdrix, par ses seuls propos et la force de la parole, se débarrasser à la fois de son mari et du prêtre. Alors la parole, c'est aussi et peut-être surtout la parole du trouvère qui prend plaisir à parler du corps sans détour. Howard Block avait parlé de jouissance liée à la transgression linguistique, donc plaisir à parler du corps, à faire parler le corps, comme dans Le Chevalier qui faisait parler les cons. Alors l'hypothèse de Luciano Rossi d'un jongleur ventriloque est séduisante, mais peut-être en définitive réductrice. Et ce fabliau est peut-être, je dirais, emblématique du genre, ce fabliau du chevalier qui faisait parler les cons, parce qu'il renvoie à la fois à ce pouvoir de faire parler le bas corporel, le corps qui prend la parole. Il y a évidemment aussi cette question du son, et même à travers le songe érotique dans le songe des vies. Alors le corpus au programme est assez pauvre sur le plan des songes. Il y a peut-être la fin des tresses où le mari est persuadé d'avoir rêvé tout ce qui a été raconté, ou d'avoir été enfantomé, ou d'avoir rêvé tout ce qui précède. Et puis donc le fabliau du chevalier qui fait parler les cons est aussi intéressant parce qu'il y a cette dimension, évidemment ce jeu avec la littérature, cette dimension parodique. Et si vous reprenez donc la liste des fabliaux, vous voyez qu'il y a 3 fabliaux qui se trouvent dans les 5 grands recueils. Il n'y en a que 3
hein, qui se retrouve dans A, B, C, D, E. C'est Auberay, c'est le chevalier qui fit parler les cons, donc qui est un des fabliaux qui a eu le plus de succès. Et le troisième, c'est la demoiselle qui ne pouvait oïr parler de foutre, hein, qui est aussi représenté dans les 5 grands recueils, puisqu'encore une fois, le NRCF s'appuie sur, en allant du plus dense au recueil qui contient le moins de fabliaux, commence par les 5 recueils qui présentent le plus grand nombre de textes, hein, 58 pour le manuscrit A, 41 pour le manuscrit de Berne, B, etc. Voilà, je vous remercie.